Et bonjour Xavier. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Merci en pleine vacances de bien vouloir répondre à nos questions. En urgence, va-t-on dire, puisque lundi 27 juillet, à partir de 16 heures, et ça a duré quelques heures, a été examinée justement la requête en rejet et radiation, dismiss on to strike, donc qui avait été déposée par les avocats de Candace Owen dans le cadre du procès intenté aux États-Unis par les Macron, Brigitte et Emmanuel Macron. Donc, vous avez des informations sur ce sujet que vous allez pouvoir commenter pour nous, Xavier. Alors, les informations sont assez simples. Donc, c'était la première audience, donc était une audience assez cruciale du procès en diffamation intenté par Brigitte et Emmanuel Macron contre Candace Owens. Je précise que Emmanuel Macron porte bien plainte en tant que président de la République française. C'est écrit dans la plainte. Il suffit de faire pomme F, puisque après ils expliquent aux journalistes qu'il porte plainte en tant qu'individu, ce qui veut rien dire quand on assume ce genre de fonction, mais en plus, dans la plainte, faites pomme F sur présidente Macron, et il porte bien plainte en tant que président. Donc Emmanuel Macron Alors, porte plainte est-ce que en ça a tant une que... conséquence, Xavier? Je vous pose tout de suite, je vous interromps une fois, ça ne sera pas le cas après. Est-ce que ça veut dire que, eh bien, en tant que président de la République, il bénéficie d'une protection fonctionnelle et que c'est l'État français, c'est nous qui allons payer ce procès? Les Alors, avocats, par exemple. ça, personnellement, j'en sais rien. Si vous voulez, à un moment donné, c'est aux journalistes aussi en France de faire le travail. On peut pas tout Ouais. faire Non, reposer ils font. sur les Américains. Si vous voulez, à un moment donné, il faudrait que les journalistes français posent des questions et relancent, puisque visiblement, là, la question, c'est la réponse, c'est je porte plainte en tant qu'individu. La plainte démontre le contraire, mais le journaliste écrit ce qu'on lui a dit. C'est le problème de la presse française, c'est que c'est du porte-parole là, quoi, hein, vraiment. Tout à fait. Donc cette audience, donc en plein milieu de l'été, donc c'est la première audience cruciale de ce qu'on appelle le volet américain de l'affaire Brigitte. Et comme vous l'avez rappelé, ce qui a été examiné, c'est une motion to dismiss and to strike déposée par les avocats de Candace Owens, que j'avais traduit par requête en nullité, mais en fait c'est bien plus fort en termes de droit américain, donc c'est rejet et radiation. Ça voudrait dire qu'a été examinée cette requête en rejet et en radiation de Candace Owens qui invaliderait la plainte des Macron et qui signifierait une victoire de Candace Owens. Alors d'abord, ça s'est tenu donc devant la Cour de justice du Delaware à Wilmington. Les avocats des deux parties étaient présents, mais Candace Owens et Brigitte Macron étaient présents en visio. Donc Brigitte Macron à l'Élysée était présente en visio, donc ça mériterait quand même. On prend 2 heures et demie de l'agenda de la présidence de la République, ça mériterait quand même une petite couverture. Et Candace Owens, elle, de son côté, était à Nashville, dans le Tennessee, donc ils étaient présents en visio pour assister au débat entre leurs avocats sous l'œil du juge Sheldon K. Rainey, donc qui supervise cette procédure. Donc l'argument principal de Candace Owens, c'est que cette procédure n'a rien à faire dans le Tennessee, puisque si les Macron ont subi un préjudice, ils l'ont subi en France. Or, le délai de prescription pour la France est de 3 mois. Or, les propos ont été tenus en février et la plainte est déposée en juillet. Et sinon, déposer la plainte dans l'État du Tennessee, puisque le Delaware n'intervient absolument pas, ni d'un côté ni de l'autre, sauf pour la domiciliation des sociétés de Candace Owens. Donc, c'est ce qu'on appelle le forum shopping ou le forum non-convenience en droit américain, c'est-à-dire le choix opportuniste d'un tribunal pour contourner des lois Mhm. qui seraient défavorables ailleurs, ce à quoi les avocats des Macron ont répondu qu'on ne pouvait pas choisir le Delaware pour domicilier ces sociétés, mais rejeter le Delaware pour se soumettre à sa justice, et ont souligné le fait que Candace Owens avait elle-même déjà porté plainte dans le Delaware. Donc, alors on ne savait pas, on pensait, d'ailleurs les avocats et les parties pensaient que la décision serait rendue le jour même. Or, on a appris au terme de cette audience que
la justice de Delaware se donnait encore du temps et que le délibéré serait rendu ultérieurement d'ici au 26 octobre. Donc, c'est-à-dire qu'on a entre aujourd'hui, à l'heure où on parle, et le 26 octobre, une décision pourrait être rendue. Avec alors donc voilà. Donc en gros, il n'a pas du tout été question du cœur du dossier. Il a été question de est-ce que le Delaware est l'endroit opportun pour déposer une plainte. Alors il y a un non-dit dans cette procédure, c'est que si vous voulez, aux États-Unis, donc évidemment le premier amendement consacre la liberté d'expression, hein, qui est plus protégée qu'en France. En France, on pourrait simplement déjà réclamer la liberté d'informer. Ce serait déjà intéressant. Avant même la liberté d'expression, la liberté d'informer serait déjà une avancée conséquente. Ouais. Et donc, aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle des dispositifs anti-SLAPP. Alors, SLAPP, c'est un acronyme, mais le concept de dispositif anti-SLAPP, c'est des dispositifs dans les justices des États pour protéger la liberté d'expression et empêcher les procédures en diffamation abusives. Or, l'État du Delaware, selon l'Institut de la liberté d'expression aux États-Unis, était classé D, c'est-à-dire que c'était l'État où c'était le plus simple de faire condamner pour diffamation. Or, au milieu de la procédure, la loi dans le Delaware a changé. Et le Delaware a instauré un dispositif anti-SLAPP. Alors, le dispositif anti-SLAPP, c'est très simple, c'est-à-dire que vous portez plainte, et si la plainte fait l'objet d'une motion to dismiss and to strike, comme c'est le cas, à ce moment-là, celui qui a porté plainte doit dédommager celui dont la requête en nullité, si on veut, a été acceptée. Donc, ça voudrait dire que les Macron pourraient dédommager Candace Owens. Alors, en fait, les Macron portaient plainte fin juillet 2025. Alors là, il y a un trou de souris. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un... Alors, je ne suis pas spécialiste du droit américain, encore une fois, mais c'est quelque chose qu'il faudra suivre. C'est-à-dire que quand les Macron portent plainte fin juillet 2025, il n'y a pas de dispositif anti-SLAPP dans le Delaware. Donc, en fait, ils n'ont à ce moment-là aucun risque de devoir rembourser Candace Owens si la motion to dismiss and to strike est acceptée. Le dispositif anti-SLAPP est adopté dans le Delaware le 15 septembre 2025. Et les Macron amendent leur plainte le 26 septembre 2025. Donc, est-ce que le fait que cette plainte ait été amendée et le fait que cette plainte ait été amendée et si la motion to dismiss and to strike de Candace Owens venait à être acceptée, alors, et c'est la question qu'il faut se poser, est-ce que les Macron seront amenés à dédommager Candace Owens? Alors les ça, Macron ou nous par le biais de l'État français, hein, on rappelle quand même. Voilà, ça c'est ce sur quoi il faudrait quand même que la presse. Alors là, on voit quand même. Donc là, il y a eu assez peu de couverture médiatique. Il y a eu quand même un article dans les dossiers du Canard enchaîné, un article plein d'ambiguïté et jouant faussement l'indignation comme souvent. Mais rappelant tout de même que la première procédure contre Candace Owens, qui était celle pour atteinte à la vie privée, avait été perdue, que celle pour diffamation avait été gagnée par contre Natacha Ray. Natacha Ray, atteinte à la vie privée, perdue, diffamation perdue en appel. Et donc là, ils s'aventuraient sur le terrain de la justice américaine, où ils avaient très peu de chances de gagner. Il y a eu une petite couverture dans le Nouvel Observateur, et puis un grand portrait de Candace Owens dans le Figaro. Je dois dire que le Figaro, c'est vraiment ce qui se fait de pire en matière de presse en France. C'est aujourd'hui assez incroyable. Le pire, c'est vraiment le Figaro.
Voilà, donc est-ce que cette décision, quelle sera cette décision, à quel moment elle interviendra? Elle va intervenir certainement à la fin de l'été, au moment où les choses se mettent en place autour de l'élection présidentielle en France, et interviendra dans un contexte euh, qui est quand même un contexte de poursuite d'un affaiblissement de Macron, dont on voit qu'il est dans une fuite en avant de provocation vis-à-vis de la Russie, visant à ce qu'on pourrait appeler la stratégie Zelensky, c'est-à-dire provoquer la Russie de façon à créer les conditions d'une situation de crise intense, voire d'un conflit de haute intensité, de façon à pouvoir activer certains leviers de la Constitution pour se maintenir en pouvoir en contournant le processus électoral. Voilà. Donc, tout en alimentant la presse avec un scénario par jour. Alors, on a eu l'hypothèse Jean Castex, on a eu Jean Castex, le Medvedev de Macron. Là, en ce moment, on a Sébastien Lecornu, Jean-Louis Borloo. Christine Lagarde. La présidence du Conseil de l'Europe, une start-up avec Xavier Niel. Enfin, tous les jours, on donne un os à ronger à la presse pour masquer l'éléphant in the room, qui est qu'en vérité, et d'ailleurs, ils le disent dans la plainte, la série Becoming Brigitte est une campagne d'humiliation mondiale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette présidence de la République est complètement discréditée aujourd'hui à l'international. Aujourd'hui, complètement discréditée à l'international. Ne serait-ce que pour la gestion de la rumeur. Donc, on a une présidence de la République qui est discréditée à l'international, et on a un président qui est dans un processus de fuite en avant, puisque ce qu'on appelle la Macronie, qui est quelque chose sur lequel les historiens travailleront ensuite, mais qu'on peut déjà... moi, je prétends avoir posé le cadre de ce qu'a été en vérité le coup d'État de 2017, c'est-à-dire un véritable changement et une tentative de destruction de la France, puisque le macronisme est une déclaration de guerre contre la France. On le voit aujourd'hui avec les incendies, c'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que les pompiers ont été matés, les agriculteurs ont été matés, et on voit aujourd'hui des manques de moyens incroyables pour combattre des incendies. Donc sur tous les secteurs, quel fait d'actualité vous prenez, vous en arrivez toujours à la même conclusion, et vous trouvez toujours les mêmes responsables. Et donc, il faudra réouvrir, faire un devoir d'inventaire et réouvrir le dossier de ce qu'a été le macronisme, comment le coup d'État de 2017 a été opéré, et identifier les responsables, etc., etc. Et donc, l'affaire Brigitte entre évidemment au cœur de ce cadre-là, puisqu'on voit quand même que ça a mobilisé tous les moyens de la République à partir au moins de janvier 2024, quand a été recruté Patrice Faure comme chef de cabinet de la présidence de la République pour gérer l'affaire. Patrice Faure qui depuis a été promu à la préfecture de police de Paris, c'est-à-dire ministre de l'Intérieur bis, quoi, puisque la PP c'est un des plus hauts postes de la République. Et aujourd'hui, le président de la République porte plainte en son nom. Alors, ce qui est incroyable, et ce qui me surprend le plus, je dois le dire, c'est la pusillanimité et la complicité des élites françaises, qu'elles soient médiatiques, politiques, judiciaires ou même économiques, puisqu'on voit que ça ne bouge chez aucun des oligarques propriétaires de presse qui auraient moyen de faire pression, y compris chez Vincent Bolloré, puisque je voyais leur agenda du JDD, c'était même pas dans l'agenda du JDD de la semaine, quoi. C'est-à-dire que pour eux, ils ont décidé que l'affaire n'existait pas. Et ils ont même leur animateur vedette, Pascal Praud, qui est l'un des plus hargneux, les plus vindicatifs, surtout contre tous ceux qui osent dire quelque chose sur cette affaire Brigitte.
Non, mais je rappelle quand même que Vincent Bolloré, pour aller au fond du sujet quand même, quand on raconte l'histoire du 1736, qui était en fait un 1439 sur l'âge de la rencontre, faut savoir que c'est pas Michel Marchand qui a inventé ça. On dit aujourd'hui, les gens racontent, oui, c'est Michel Marchand qui a inventé ça. Non, c'est pas Michel Marchand. Michel Marchand, elle retouche les photos. Ceux qui ont inventé le mensonge médiatique ils ont 20 ans d'écart, alors que c'était 25, et il avait 17 et elle 36, c'est pas compliqué, c'est Gilles Finkelstein et Emmanuel Emelien qui soi-disant agissaient pro bono, etc., mais qui étaient surtout des salariés de Havas. Et on se rappelle qu'il y a une affaire de corruption autour d'un événement à Las Vegas avec Business France autour justement de cette opération, puisque la question c'est comment ont été payés les communicants qui ont créé la légende Macron. Or, Havas appartient à Vincent Bolloré, à la famille Oui, Bolloré. oui. D'autre part, Bolloré Logistique a été revendu à très bon prix à MSC, donc c'est-à-dire à la famille de l'ancien secrétaire général de l'Élysée, aujourd'hui recasé à la Société Générale, Alexis Collère. Je rappelle, pour ce qui est de Pascal Praud, que en vérité le cabinet de Brigitte Macron est en lien direct avec les médias Bolloré, comme on dit, par l'intermédiaire de Bruno Roger Petit, qui était un intervenant de l'ordre des pros, et que la presse a même raconté, donc c'est-à-dire que le cabinet appelle Pascal Praud pour dire ah bah c'était bien aujourd'hui, etc. Donc le cabinet de Brigitte Voilà. appelle Pascal Praud pour lui dire ah bah c'était formidable aujourd'hui. Et par ailleurs, on a appris il y a quelques années dans un article du Monde que Geoffroy Lejeune, qui est le patron de la rédaction du JDD, faisait des Ouais. karaokés à l'Assemblée nationale avec l'entourage d'Emmanuel Macron. Donc voilà, donc on est quand même sur une situation qui est assez inquiétante puisque effectivement on a le monde entier qui regarde l'effondrement de la France, puisque c'est le spectacle auquel assiste le monde et que nous subissons avec Oui. un effondrement dans tous les secteurs de l'économie. Enfin, vraiment, c'est une catastrophe intégrale. Il faut arrêter cette espèce de machine folle qui est devenue le régime dans sa mutation ultime, puisqu'il n'y aura pas d'après Macron. Il n'y a pas d'après Macron. Il y a pas, vous n'allez pas revenir en arrière, puisque l'après Macron, si vous voulez, c'est revenir en arrière. Vous allez mettre Édouard Philippe, vous allez mettre Bernard Cazeneuve, vous allez mettre le retour de François Hollande, pourquoi pas Valéry Giscard d'Estaing ou Édouard Balladur à ce moment-là. Donc il y a pas de retour en arrière. Donc en fait, le régime est dans une fuite en avant. Les Français subissent. Alors, au mieux, ils font l'autruche, ils subissent, ils payent des impôts, ils sont écrasés d'impôts, Oui. ils peuvent pas boucler les fins de mois, tout est détruit. Et on a ce couple qui règne sur effectivement la lâcheté. Le peuple français est lâché une fois de plus, comme toujours dans son histoire, par ses élites, qu'elles soient Tout à fait. médiatiques, politiques, judiciaires et économiques. Et donc là, on a enfin cette procédure aux États-Unis. Alors peut-être que ça viendra de l'étranger. En tout cas, là, ça a quand même été couvert et très suivi aux États-Unis. On verra la décision. Si la motion to dismiss and to strike de Candace Owens passe, alors il faudra au moins demander à l'Élysée s'il compte aller plus loin et à ce moment-là porter plainte, reproduire cette plainte dans l'État du Tennessee, où là, pour le coup, il n'y a pas d'ambiguïté sur le dispositif anti-SLAPP, c'est-à-dire que là, économiquement, c'est à leurs risques et périls, et en plus, c'est un État républicain. Donc, bon, de toute façon, on est à 5 procès dans cette affaire. Donc le procès des Osières, qui a perdu Natacha Ray, mais ça concernait des cousins par alliance. Ensuite, il y a les deux procès contre Brigitte et contre les Trogneux que Natacha Ray, pour l'heure, a remporté. Donc il y a la procédure américaine où ils sont mal en point et selon tous les analystes, ils risquent de perdre. Et vous avez donc ils se contentent de la victoire dans le procès du cyberharcèlement. Donc C'est ça veut dire ça. que donc à chaque fois, donc déjà toutes les plaintes échappent quand même au cœur du dossier, c'est-à-dire sans cesse l'enjeu pour eux, c'est d'éviter absolument le cœur du dossier. Ils prétendent avoir fourni des preuves scientifiques. J'ai fait une vidéo Alors, j'ai fait 2 vidéos sur ma chaîne YouTube qui démontrent que les pièces qui sont présentées, une en tout cas, la photo de famille, est un faux manifeste, hein, c'est-à-dire que c'est prouvé que c'est un faux, bravo. hein, une photo retouchée, c'est-à-dire que pour des raisons X et Y, on a enlevé un abat-jour et puis on a refait la dentition
de Jean-Michel Trogneux sur la photo. On comprend pas bien pourquoi on enlève des abat-jours et on refait la dentition des personnages sur les photos de famille. Enfin, ça n'a aucun sens. Sauf si on rentre dans le cœur de la psychologie des Macron et qu'on comprend rien à ce qu'ils sont en train de faire si on ne comprend pas que pour eux, leur histoire revêt un aspect, je dirais, religieux. Hein. On comprend rien à ça. C'est-à-dire, c'est comme la question des caricatures de Charlie Hebdo. C'est-à-dire que si on est d'un point de vue de laïcard français, on comprend pas pourquoi ça peut heurter dans le monde musulman. Alors que dans le monde musulman, c'est insupportable de faire des caricatures du prophète. Bon, ben là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour eux, leur religion, c'est leur histoire. Hein, avec, comme le pense Alexandra Brazzaville, que vous recevez de temps très en souvent, temps, oui. et qui est spécialiste, enfin qui elle-même est dans cette problématique, je dirais, de la transidentité pour parler largement, même si elle est hermaphrodite. Mais vous avez, parce qu'en fait, vous avez des tas de catégories entre le transsexuel, le travesti, l'hermaphrodite, l'intersexe, etc. Enfin, il y a vraiment des tas de catégories, je dirais, dans ce monde de la transidentité. Et elle, son analyse, c'est qu'en fait, les Macron vivent dans ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité. C'est vrai, la suspension d'incrédulité, c'est un concept très très simple. C'est quand vous regardez un film d'horreur, bon bah, si vous êtes rationnel, vous voyez que le réalisateur fait tout pour que vous ayez peur. C'est-à-dire, vous voyez l'ombre du tueur, il y a une musique, etc. Donc là, si vous êtes rationnel, mais en fait, vous acceptez en fait de suspendre votre incrédulité pour pouvoir avoir peur, si on veut. Donc c'est ce processus mental, et c'est ce qui marche très bien et assez naturellement, puisqu'effectivement, vous avez peur en regardant un film d'horreur, alors qu'on voit quand même les ficelles. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ils finissent par croire leurs mensonges. C'est-à-dire que leur histoire est sacrée, et ils ont fini par y croire. Avec des couches de mensonges, etc., etc. Donc, on est face à un pays qui s'effondre, qui est dirigé par ce couple, donc qui est dans quelque chose qui relève davantage de la psychiatrie que de la politique, avec ce qu'on a appelé la Macronie, et qui est en vérité la prise de contrôle de la France par la soirée chemsex. C'est-à-dire que là, on voit un portrait, par exemple, de Louis Jubelin, qui est le bras droit de Gabriel Attal, qui vient de paraître dans Vanity Fair. Oui. Quand vous lisez ce portrait, vous comprenez. Et d'ailleurs, j'avais expliqué ça il y a quelques années. J'avais dit, c'est pas compliqué, la Macronie, c'est les Rothschild ont donné les clés du camion à Pierre Palmade. Et le problème, c'est qu'on est dedans. Voilà, donc la question, comme on peut pas tellement sortir du camion, la question, c'est comment on reprend le contrôle du camion. Et malgré tout, cette affaire Brigitte, qu'ils ont eux-mêmes générée par la surréaction et par l'effet stressant, de par leur psychologie et leur folie. Et je le redis, et je vous remercie de me donner l'occasion de passer une nouvelle fois ce message, leur talon d'Achille est le moyen, au moins le moyen de réunir les conditions d'une première étape d'une reprise de contrôle de notre pays. Hein, c'est pas le moyen de reprendre le contrôle de notre pays, c'est le moyen de déjà appuyer sur le frein, quoi, je dirais, avant même de repartir. Voilà. C'est clair. C'est à mon avis d'ailleurs, ça devrait être l'objectif, et beaucoup devraient y réfléchir. On est d'accord, avant de terminer sur ce chapitre, qu'il n'y a eu aucune production de preuves, test ADN, photo de Brigitte avec ses enfants à différents âges de la vie de ses chers bambins. Tout ce qui avait été promis par leur avocat, il n'y a rien eu. Non, si vous voulez, c'est très très clair. Quand vous lisez la plainte, ils fournissent des pièces, mais ce sont des pièces qui sont toutes mentionnées dans Becoming Brigitte, qui sont toutes analysées, et parmi ces pièces-là, il y a des faux. C'est tout. Il y a des faux, et puis, ou sinon, c'est l'interprétation qu'ils ont. Enfin, honnêtement, je renvoie encore une fois pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans le cœur du dossier, puisque là, on n'est toujours pas dans le cœur du dossier. C'est de regarder les deux vidéos que j'ai produites sur ma chaîne YouTube, et de façon très très simple. Et en fait, ça a comme diraient les
Les Macron, ça a la force de l'évidence. C'est-à-dire que leur document ne vaut rien et à la limite, que le fait que la requête en nullité de Candace Owens soit acceptée pourrait être ce qui leur arrive de mieux. Parce que s'ils vont après, là, ça deviendra très très compliqué parce que pour l'instant, surtout si on arrive à prouver des faux, oui. Ça serait ennuyeux. Oui, non, puis là, ah ben non, mais il y a des faux qui sont prouvés. Il y a des. Enfin, moi, je veux dire, j'ai fait cette vidéo en me mettant en situation comme si je devais aller faire un témoignage devant la cour du Delaware. Et je veux dire, c'est très, enfin, c'est très simple et c'est très évident. Voilà, donc en fait, c'est une plainte qui a été bricolée et plainte dont il faut se rappeler qu'elle a été adressée dans un contexte où les Macron sont en difficulté, puisque le 10 juillet, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est une plainte, une condamnation pour diffamation, de façon à pouvoir mettre une note de la communauté sur les réseaux sociaux et pouvoir dire, des gens ont été condamnés pour avoir. Donc, le 10 juillet, en appel, la condamnation de Natacha Ray a été relaxée. Natacha Ray et Amandine Roy ont été relaxés de leur condamnation pour diffamation. Donc ça, c'est tombé le 10 juillet 2025. Et c'est 10 jours plus tard qu'ils ont activé cette procédure aux États-Unis, puisqu'en fait leur but c'est de dire, regardez, on poursuit. Leur but c'est de gagner du temps. Donc en fait cette plainte aux États-Unis a été déposée en catastrophe. Et pourquoi Natacha Ray et Amandine Roy ont gagné en appel? Pour deux raisons principales, c'est-à-dire que en cour d'appel, c'est-à-dire qu'en première instance, pour prouver l'identité de ses clients, Jean Enoki, l'avocat des Trogneux, avait brandi leur carte d'électeur, qui était assez baroque, et leur acte d'état civil avec filiation, qui est un document d'identité certes, mais qui ne comporte pas de photos et qui n'est demandé que devant le notaire. C'est pas vous pouvez pas ouvrir de compte en banque avec un acte d'état civil, etc. Bon. Donc on voyait bien qu'il y avait un problème. Et puis, il a été sommé de fournir des pièces d'identité. Puis, il a fourni une pièce d'identité périmée. Puis ensuite, c'était un permis de conduire qui venait d'être fait. Ça ressemblait à rien. Et par ailleurs, à la question qui avait été posée à Jean Enoki, est-ce que Xavier Poussard et Candace Owens sont poursuivis? Eh bien, Jean Enoki n'avait pas été capable de répondre. Preuve que les Macron n'étaient à ce moment-là pas prêts à porter plainte aux États-Unis. En fait, eux comptaient se contenter d'une condamnation de Natacha Ray confirmée en appel. Et donc, en fait, c'est pour ça que cette plainte est à ce point-là bricolée. D'ailleurs, j'en parlais avec Maude Marian, qui a suivi toutes les procédures depuis le début, comme avocate de Natacha Ray, puis avocate principalement d'Amandine Roy. Elle me dit, c'est exactement ce qu'on a eu en France. C'est-à-dire des bouts de phrases sortis de leur contexte et interprétés. Et donc, en fait, c'est l'interprétation qui fonde un bout de phrase sortis de leur contexte qui fait des passages qui doivent être jugés. Mais ça va pas. Et si ça n'a pas marché en France, c'est-à-dire à domicile, où les magistrats sont nommés par les la justice et une certaine opacité avec Natacha Ray et Amandine Roy, c'est quand même le pot de terre contre le pot de fer, etc. C'est quand même pas les mêmes moyens que Candace Owens. On voit pas comment, en perdant à domicile dans ces conditions-là, ils pourraient gagner à l'extérieur. Ça n'a aucun sens. Donc voilà. C'est le message que je voulais faire passer. Suite au prochain épisode. Suite entre aujourd'hui et le mois d'octobre, l'automne 2026. On termine cet entretien, si vous le voulez bien, parce que vous êtes aussi particulièrement bien renseigné sur l'affaire Epstein. J'imagine, vous faites un livre qui devrait paraître à l'automne, ou en tout cas prochainement, sur l'affaire Epstein. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça crève comme des mouches dans l'entourage de ceux qui auraient pourtant peut-être des comptes à rendre, où on pourrait leur poser des questions sur Epstein, sur Jeffrey Epstein. Il y a dans la famille Siad, Daniel, et puis aussi peut-être le cousin. En tout cas, le cousin, lui, il est toujours en vie, donc il pourrait être entendu. Par contre, Daniel Siad, qui était depuis des années soupçonné de viols multiples, 5 plaintes, n'a pas été entendu par la police ni par la justice depuis des années. On a, semble-t-il, presque attendu
que malheureusement Daniel Siad disparaisse, meurt il y a quelques jours maintenant. Donc j'aimerais un petit peu savoir ce que vous en pensez de cette disparition, une de plus. Alors, ce décès a été présenté comme un décès survenu à la suite d'une crise cardiaque. Pourquoi pas? On peut quand même noter que c'est au moins le deuxième décès dans le volet français de l'affaire Epstein, puisque Jean-Luc Brunel est décédé pendant son incarcération. Suicide, paraît-il. Suicide. Et en fait, certainement le troisième, puisqu'on se rappelle qu'Hermine de Clermont-Tonnerre avait, elle, séjourné chez jet-setteuse très connue, Oui, tout à fait. avait séjourné chez Epstein et avait commencé à parler à la presse en racontant un peu ce qu'elle avait vécu. Et elle était décédée de 2020, il me semble, d'un accident de moto. Voilà, donc simplement, donc l'affaire Epstein, c'est évident que sous les Macron, l'affaire Epstein n'avancera pas, puisque Marlène Schiappa, dans les mails d'Epstein diffusés entre novembre et janvier dernier, on voit bien que Marlène Schiappa explique que tout a été fait pour que l'affaire soit étouffée en France. Uh-huh. C'est assumé par le régime. De toute façon, c'est assez simple. La congruence, si on veut, entre Emmanuel Macron et Jeffrey Epstein, c'est leur histoire personnelle. Donc il y a au moins cette accointance-là. Ensuite, Jeffrey Epstein, où résidait Jeffrey Epstein lors de son arrestation? Il est arrêté aux États-Unis, mais à ce moment-là, il résidait en France. C'est qu'il se savait protégé sur le territoire français. Ensuite, après le premier déballage de l'été 2019, Ghislaine Maxwell est partie en cavale. Elle est partie où en cavale? Elle est partie en France, parce qu'elle a la nationalité française et qu'elle sait que la France n'extrade pas ses ressortissants. Donc elle se savait protégée. Donc elle-même est française, Jean-Luc Brunel est lui-même français, etc., etc. Donc, il est très facile de comprendre que la France est au cœur de l'affaire Epstein et que le pouvoir en France, de par sa structure et de par les réseaux qui entourent Emmanuel Macron, sont étroitement liés, je dirais, aux mœurs de l'hyperclasse epsteinienne, l'agent de liaison évident et déjà démasqué étant effectivement Jack Lang, qui a quand même fini par tomber. Donc voilà, donc c'est un peu l'affaire Epstein, l'affaire Brigitte, et puis ce seront des affaires qui ensuite permettront de réouvrir le dossier du coup d'État de 2017, de la vente d'Alstom et de tout ce détricotage et de ce complot contre la France qui est le macronisme. Donc c'est tous ces événements-là qu'il faudra suivre à la rentrée. Alors des fois c'est vrai qu'on aimerait que ça aille un peu plus vite. Hein, on aimerait tous que ça aille un peu plus vite pour en finir, mais il faut savoir être patient, ne pas perdre espoir et rester le plus optimiste possible. Mais alors donc Daniel Siad disparaît et puis par contre si la justice voulait pouvoir continuer à faire son travail, je crois qu'il y a un cousin qui lui aussi est un sujet intéressant. Oui, Richard Siad, qui est C'est ça. ces personnalités un peu interlopes, type intermédiaire, orientaux, voilà, donc qui est déjà pris dans une procédure. J'ai récupéré le dossier d'instruction. Il faut que je dépiote tout ça. Voilà, Ouais. je veux Mhm. pas parler en termes imprécis. Voilà, mais en tout cas, c'est sûr que pour l'instant, on est dans cette période d'entre-deux où on voit que ça tombe comme à Stalingrad, quoi, pour parler comme Audiard.